Le secret le mieux gardé de ces 28 dernières années, une histoire aux multiples mystères qui pousse à toutes les théories, toutes les folies. Pourtant, personne n'a encore pu résoudre le secret du One Piece. Et si je vous disais que cette vidéo est peut-être la dernière que vous regarderez à propos de cette œuvre, frustré d'avoir découvert le secret des secrets par un simple PNJ sur YouTube? Oui, je pense avoir touché au but. Cette théorie ne sera pas une énième théorie sans saveur. C'est LA théorie qui vous enverra vous coucher en pensant à elle. Dans cette vidéo, vous allez voir le One Piece avec vos yeux, et même si j'ai tort, vous n'aurez jamais été aussi proche de la vérité. Fermez les yeux et laissez-vous à présent transporter. Dirigeons-nous vers le plus gros indice que nous a laissé Oda, la fresque du chapitre 1138. Tout y est pour tout comprendre, encore faut-il résoudre ce casse-tête. Sur Elbaf, la fresque des trois mondes nous parle. Trois récits anciens, cryptiques, laissés par une civilisation disparue. Trois mondes, trois étapes, une seule vérité oubliée, celle du One Piece. Mais pour comprendre, il faut désapprendre, laisser tomber la surface et regarder au cœur du feu ce que le soleil nous cache depuis des siècles. Le monde 1. Le feu embrasait la terre. Les hommes succombant à leurs désirs touchèrent le soleil interdit. Les esclaves prièrent et le dieu du soleil apparut. Mais le dieu de la terre en colère enveloppa le monde de mort et d'obscurité aux côtés du serpent aux flammes infernales. Jamais plus leurs chemins ne se croisèrent. Analysons ce texte qui est le point de départ pour comprendre le One Piece. Le feu embrasait la terre. On nous décrit un monde en feu au sens propre ou symbolique. Ce feu peut être vu comme l'arrivée d'une puissance nouvelle, d'une énergie ou d'un savoir brûlant. La terre est touchée au cœur. Cela suggère un moment de rupture ou d'apogée technologique. Si l'on prend le feu comme une métaphore de l'énergie, cela peut faire écho à l'arrivée de la technologie issue de la Lune, comme on le voit dans cette fresque. La descente d'un vaisseau lunaire et l'éveil d'un réacteur central, là, sous nos yeux. Je m'expliquerai par la suite. Les hommes succombant à leurs désirs touchèrent le soleil interdit. Cette phrase est capitale, elle marque le pacte originel, le péché technologique. Les hommes ne se contentent pas d'utiliser l'énergie, ils la convoitent, la forcent, la manipulent. Et surtout, ils touchent le soleil interdit. C'est le groupe de mots central des textes des trois mondes. Mais qu'est-ce que le soleil interdit? Ce n'est pas le vrai soleil évidemment. Le soleil naturel n'est ni interdit ni accessible. Un soleil qui plus tard sera caché au monde. Alors, c'est quoi ce soleil? Pour comprendre, laissons ça de côté et continuons l'analyse. Les esclaves prièrent et le dieu du soleil apparut. Les esclaves sont certainement les peuples opprimés et asservis, peut-être les premiers témoins du chaos, ceux qui ne contrôlaient rien mais qui ont souffert de la dérive. La prière est un appel désespéré. Le dieu du soleil apparaît, il répond à la prière. C'est la naissance de la légende de Nika ou d'un être libérateur. Le dieu du soleil est celui qui apporte l'espoir. Il est l'avatar de la liberté et peut-être le seul capable d'utiliser le soleil interdit, sans en corrompre le sens. Ici, on a une naissance de mythe. Les esclaves appellent, un dieu répond. Ce n'est pas un dieu céleste, c'est un dieu héros. Et ce héros, c'est celui qui portera plus tard la volonté du dit. Mais le dieu de la terre en colère enveloppa le monde de mort et d'obscurité aux côtés du serpent aux flammes infernales. Là, on entre dans l'effondrement final. Il y a plusieurs entités ici. Le dieu de la terre, une force opposée au dieu du soleil, il représente le pouvoir en place, l'ordre établi, le contrôle, l'autorité terrestre, l'immobilisme. Il réagit avec colère, donc par orgueil blessé, par peur d'être détrôné. Il s'allie à un être étrange, le serpent aux flammes infernales. Je dois faire une parenthèse sur ce serpent même s'il n'est pas fondamental dans cette théorie, parce que non seulement je vais vous dire qui est ce serpent, mais cela appuiera encore plus la quête du secret du One Piece. Tout d'abord, il ne s'agit probablement pas d'une simple métaphore, ce serpent existe. Sa forme est très similaire à celle d'un autre serpent bien connu du manga, Nola. Nola, le gigantesque serpent vénéré à Skypiea rencontré durant l'arc du même nom. Nola est l'une des plus anciennes créatures du monde de One Piece, plus de 400 ans d'âge. Elle est l'amie de Kalgara et de Norland, et on apprend dans le chapitre 287 que Nola avait un grand-père, Kashigami, considéré autrefois comme une divinité. Et c'est là que tout s'éclaire, car dans ce même chapitre, un passage passé presque inaperçu prend aujourd'hui une signification colossale. Ô Dieu du soleil, Dieu de la pluie, Dieu de la forêt, Dieu de la terre, s'il te plaît, prends le sang de cette femme et sauve notre village du désastre. Sauve-nous, s'il te plaît, ô Dieu Kashigami. Le Dieu du soleil est nommé pour la première fois dans One Piece en même temps que le Dieu de la terre. Et surtout, le nom Kashigami est associé à eux, et même prié en dernier, comme un intercesseur supérieur ou un esprit divin ancestral. Il devient alors parfaitement crédible que le serpent en flammes infernales évoqué dans le texte du monde 1 ne soit rien d'autre que Kashigami lui-même, ou une créature associée à lui. D'autant plus que sur la fresque lunaire, celle de la mini-histoire des nerfs, un personnage ailé porte une coiffe
un couvre-chef à l'effigie de ce serpent, preuve qu'il était vénéré ou du moins reconnu symboliquement comme une entité majeure. Tout cela nous montre que ce serpent n'est pas une métaphore, a réellement existé, a été vénéré comme un dieu. Il était lié aux forces élémentaires et cosmiques, celles qui opposèrent le dieu du soleil et le dieu de la terre. Reste une question essentielle. Était-il un allié qui s'est retourné contre les hommes, un gardien dévoyé, ou bien une arme contrôlée par une divinité supérieure ? Ce mystère n'est pas crucial pour notre théorie centrale, mais il est fondamental de noter que ce serpent est une trace encore vivante du grand conflit originel. Ensemble, le dieu de la terre et le serpent plongent le monde dans l'obscurité. Son existence, son culte et sa représentation nous relient directement à l'ancienne guerre et à la rupture originelle entre la lumière et les ténèbres, entre le soleil interdit et le monde terrestre plongé dans l'oubli. Jamais plus leurs chemins ne se croisèrent. Cette dernière phrase est tragique. Elle évoque une rupture irréversible entre deux mondes, le monde des hommes libres lumineux liés au savoir et à l'espoir, porté par le dieu du soleil, et le monde de l'ordre, de la domination, de la censure, de la dissimulation, porté par le dieu de la terre. Il n'y a plus d'union possible entre eux. C'est la fin d'un monde, mais aussi l'annonce d'une promesse future. Passons maintenant à l'analyse directe de la fresque. Il y a une chose que très peu de gens ont vue ou mentionnée. Sur la fresque géante révélée à Elbaf dans le chapitre 1138, tout le monde s'est concentré sur la gauche, ce qui semble être la bataille finale. Encore un leurre d'Oda pour détourner l'attention sur le One Piece. Mais personne, ou quasiment personne, ne parle de la partie droite. Et pourtant, c'est dans cette partie droite que se trouve le véritable secret, car cette zone de la fresque est entièrement dédiée aux habitants de la Lune. La Lune présente dans cette partie de la fresque est clairement visible. La pleine Lune est sculptée, bien distincte des autres éléments. Et si Oda décide de réintroduire la Lune visuellement dans la fresque la plus importante du manga, c'est forcément délibéré. Ce n'est pas décoratif, c'est narratif. Cela renvoie directement à la mini-histoire d'Ener où la Lune est présentée comme le lieu d'une ancienne civilisation, le foyer d'une technologie perdue, le point de départ d'une migration oubliée. La fresque ne montre pas seulement la Lune comme un astre lointain, elle l'intègre dans le cœur du récit, comme un acteur direct de l'histoire oubliée. Dans cette fresque, un détail incroyable. Sur cette partie droite, on voit des êtres portant chacun une sorte de sphère lumineuse. Cela fait encore une fois immédiatement penser aux Spacey de la mini-histoire d'Ener. Les Spacey sont ces petits robots aux créatures rondes, simples, au design presque enfantin, mais ils sont les survivants ou créations des habitants de la Lune. Ces petits êtres porteurs de sphères sur la fresque d'Elbaf, ce ne sont pas des humains, ce ne sont pas des géants, ce ne sont pas des rois, ce sont les Spacey, et ils portent des sphères d'énergie comme s'ils faisaient un rite de transport ou d'activation. N'oublions pas, dans la mini-histoire d'Ener, les Spacey descendent sur Terre en quête d'énergie, une énergie épuisée sur la Lune. Ce sont les témoins silencieux d'une civilisation disparue, les derniers serviteurs d'un peuple oublié, mais gravé à jamais dans la roche d'Elbaf. Penchons-nous sur la structure en bas à droite. Un réacteur ? À première vue, il s'agit d'une ville, de bâtiments ou de gratte-ciel. Mais en regardant de plus près, ce sont des cheminées industrielles. Elles évoquent la forme d'un réacteur nucléaire ou d'un moteur à énergie. Des structures si modernes, si industrielles, qu'elles jurent presque avec le style de la fresque. Comme si Oda voulait volontairement casser l'esthétique antique pour montrer que ce n'est pas une simple légende, mais une réalité technologique. Ce réacteur gravé sur la fresque d'Elbaf, avec ses lignes concentriques, ses structures mécaniques, ressemble énormément aux installations visibles sur la fresque lunaire de la mini-histoire d'Ener. Et il y a un détail visuel impossible à ignorer. La rampe, avec les petites sphères alignées en dessous. Dans les deux fresques, on voit la même rampe avec les mêmes sphères. C'est le même procédé, la même fonction, la même technologie. Autrement dit, le réacteur présent sur Elbaf est une construction des habitants de la Lune, sans aucun doute possible. Ce n'est pas un mythe ou une métaphore, c'est une trace matérielle. On voit également leur vaisseau descendre directement de la Lune. Et ce vaisseau, on le reconnaît, c'est celui de la mini-histoire d'Ener. C'est même potentiellement l'Arche Maxime, à l'origine, que l'on voit sur la fresque. Donc Oda confirme visuellement que les habitants de la Lune sont descendus sur Terre. Ils ont apporté avec eux leur technologie avancée, dont une source d'énergie puissante et mystérieuse. La fresque ne raconte pas seulement l'histoire d'une guerre, elle raconte la venue d'un peuple, l'introduction d'un savoir interdit, l'héritage d'un feu ancien. Et ce n'est que lorsque l'on comprendra ce que transportent réellement les Spacey, d'où vient cette énergie et pourquoi elle a été réservée à certains, que le véritable sens du One Piece émergera. Le monde 2. Dans le néant naquit un souffle. Le dieu de la forêt envoya ses démons, mais le soleil ne fit qu'étendre les flammes de la guerre. Le peuple de la demi-lune vit un rêve. Le peuple de la lune vit un rêve. Les hommes tuèrent le soleil et devinrent des dieux. Alors le dieu de la mer entra en fureur.
Jamais plus leurs chemins ne se croisèrent. Dans le néant naquit un souffle. Le néant représente ici l'état du monde après la catastrophe du monde 1. Un monde vidé, ravagé, post-apocalyptique. C'est la suite directe de ce qu'on a vu dans le premier monde, où le soleil, interdit, avait provoqué un cataclysme. Mais de ce néant naît un souffle, une forme de renouveau, un espoir fragile, une lueur. Et c'est là qu'intervient potentiellement Joy Boy. Ce souffle peut représenter l'arrivée de Joy Boy en tant que descendant du dieu soleil, héritier du rêve perdu. C'est le début d'un nouveau rêve, une tentative de réparer ce qui a été brisé. Le dieu de la forêt envoya ses démons. Cette ligne marque l'apparition d'une nouvelle force dans le monde, directement liée à la nature. Le dieu de la forêt pourrait symboliser la nature elle-même, ou une entité primordiale qui réagit au chaos du monde précédent. Mais surtout, les démons qu'il envoie sont une métaphore puissante. Ce sont les fruits du démon. Ces fruits apparaissent dans ce monde dévasté. Ils viennent de la nature mais apportent à la fois pouvoir et malédiction. Et surtout, ils sont liés à la mer. Quiconque en mange est rejeté par l'océan. Les démons du dieu de la forêt, ce sont les fruits du démon, une magie dangereuse, un don à double tranchant. Mais le soleil ne fit qu'étendre les flammes de la guerre. Le soleil revient dans la fresque, pour la deuxième fois, et comme dans le monde 1, il est source de conflit. Mais ici, il n'apaise rien, il aggrave, il embrase, il propage la guerre au lieu de la stopper. On comprend donc que ce n'est pas le vrai soleil, ou du moins pas l'idée originelle du soleil bienfaiteur. Il s'agit du soleil interdit, détourné de sa nature, instrumentalisé par les hommes, utilisé comme une arme de domination ou une source d'énergie destructrice. Le peuple de la demi-lune vit un rêve. Le peuple de la lune vit un rêve. Ici, la fresque nous parle de deux peuples lunaires, et la structure parfaite des deux phrases suggère un lien profond, une unité duale. Et c'est là que la théorie devient précise et puissante. Le peuple de la demi-lune, ce peuple est porteur d'un rêve, celui de résister, de se souvenir, de transmettre la vérité. Il s'agit théoriquement des porteurs du dit. Le peuple de la lune, descendant au créateur des Spacey, constructeur de la technologie lunaire. Un peuple lié à l'ancien monde, porteur d'une mémoire plus vaste. Alors pourquoi je pense que le peuple de la demi-lune représente les dits? Voici une explication imagée de ce que pourrait représenter le dit, et je crois à cette théorie pour plusieurs raisons. D'une part parce que le monde 2 est clairement l'époque du siècle oublié, donc l'apparition des dits, et que ce peuple est lié au peuple de la lune. Les deux phrases sont identiques dans leur construction, cela évoque le dit et son point final. Deux éléments qui ensemble forment une signature. Deux peuples, deux rêves, une seule lutte, celle de restaurer l'harmonie perdue. Les hommes tuèrent le soleil et devinrent des dieux. C'est une phrase charnière. Tuer le soleil ici ne signifie pas détruire physiquement un astre, mais effacer ce qu'il représentait. Ils ont étouffé la vérité, ils ont volé la lumière, ils ont fait disparaître le rêve ancien. Et à la place, ils sont devenus des dieux, pas par divinité, mais par usurpation du pouvoir. On pense directement aux 20 familles fondatrices du gouvernement mondial, à Imu qui règne depuis l'ombre et dont l'immortalité est sous-entendue, à ceux qui après avoir tué le rêve ont imposé leur version de l'histoire. Ils ont remplacé la lumière du monde par leur propre domination. Ce ne sont pas des dieux, ce sont des voleurs de ciel. Alors le dieu de la mer entra en fureur. Le dernier dieu de ce monde entre en scène, le dieu de la mer. Il s'agit d'une force primordiale, soit la mer elle-même, soit une entité consciente liée à elle. Et ce Dieu punit les hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé les fruits du démon. Et là, la cohérence est parfaite. Les fruits viennent du Dieu de la forêt, mais la mer les rejette. Quiconque mange un fruit est maudit, il coule. C'est une loi universelle dans One Piece, et c'est peut-être la colère du Dieu de la mer, une malédiction cosmique. La mer garde la mémoire, elle ne pardonne pas à ceux qui ont volé le feu interdit. Jamais plus leurs chemins ne se croisèrent. La fresque se conclut sur une rupture totale entre le rêve et la réalité, entre les porteurs du dit et la vérité qu'ils tentaient de transmettre. C'est la division finale, celle du monde dans lequel se déroule One Piece aujourd'hui. Mais cette séparation n'est pas éternelle, car un souffle nouveau pourrait encore faire rejoindre ces chemins perdus. Si le poème du monde 2 expose une époque de rupture et de corruption, la fresque qui l'accompagne ne se contente pas d'illustrer, elle confirme. Deux éléments majeurs viennent renforcer visuellement le récit transmis. L'arbre central, le dieu de la forêt et l'origine des fruits du démon. Au centre exact de la fresque trône un arbre monumental. Il est souvent interprété comme l'arbre d'Adam, mais cette association est hâtive. Ce n'est pas l'arbre d'Adam, c'est l'arbre lié aux fruits du démon, le seul arbre mentionné dans le poème via la figure du dieu de la forêt qui envoya ses démons. Cet arbre incarne donc ce dieu de la forêt. C'est de lui qu'émanent les démons, c'est-à-dire les fruits du démon. Il occupe la place centrale de la fresque, car il est à l'origine du déséquilibre qui s'installe. C'est le lien entre la nature et la malédiction. Il sera réinterprété plus tard comme l'arbre de la vie, ou l'arbre d'Ève.
mais cette lecture viendra en toute fin de théorie quand l'ensemble des mondes sera connu. En tout cas, dans le cadre du monde 2, cet arbre est la représentation visuelle directe du dieu de la forêt et de son offrande empoisonnée. Le Noah, le navire de l'espoir dans un monde noyé, l'autre élément clé que l'on peut reconnaître dans la partie droite de la fresque du monde 2, partiellement immergé ou en cours de submersion. Ce navire n'est pas là par hasard, il est la réponse au déchaînement du dieu de la mer. Le texte dit « Le dieu de la mer entra en fureur ». Le Noah apparaît comme une arche, comme un vaisseau de sauvegarde, un ultime recours. Cela confirme que la fureur divine ne fut pas seulement symbolique, c'est un déluge réel, une punition naturelle ou divine qui emporta le monde. Et le Noah fut construit pour y survivre, un espoir préservé, une promesse faite à Joy Boy peut-être, mais non tenue à temps. Le monde 3. Dans le chaos, il y aura le vide. Les ombres indésirables se remémoreront du jour promis. La voix de la lune brisée résonnera. Le dieu du soleil s'agitera et rira, en guidant le monde vers sa fin. Le soleil reviendra, une aube nouvelle se lèvera. Ils se croiseront sûrement à nouveau. Dans le chaos, il y aura le vide. Le chaos désigne l'après-siècle oublié. Le vide, c'est la perte de la vérité, un monde sans mémoire ni justice. C'est aussi l'absence de sens, de repères, de passé. Le terme vide peut aussi faire écho au dit. Les porteurs du dit sont liés à ce vide du siècle oublié. Ce vide est aussi le creux existentiel que tente de combler le gouvernement mondial avec ses mensonges. Dans le chaos peut aussi annoncer un effondrement de l'ordre actuel, l'entropie qui précède la Renaissance. Les ombres indésirables se remémoreront du jour promis. Les ombres indésirables sont ceux qui croient encore à Nika, à la vérité, à la libération. Ce sont les exclus, les opprimés, les oubliés du monde. Le jour promis fait penser à la promesse faite à Joy Boy et à la fameuse prophétie sur l'île des hommes-poissons. Cela évoque aussi la mémoire collective refoulée, comme un réveil des consciences. Les ombres sont indésirables pour ceux qui veulent maintenir la lumière factice, le faux ordre mondial. La voix de la lune brisée résonnera. La lune brisée, ce sont les dits, leur mémoire détruite. Cela évoque aussi les habitants de la lune, donc le peuple originel, dispersé, oublié. Le mot raisonné renvoie à la voix de toute chose. La voix évoque la transmission, le souvenir qui traverse les âges, comme la volonté du dit. La lune est souvent associée dans One Piece au peuple céleste, donc une origine céleste brisée. Le verbe raisonner peut être pris au sens physique, les tambours, la libération de Luffy, ou mystique, la résonance de la volonté, le haki ou la voix de toute chose. On peut aussi voir la lune brisée comme une image poétique de la vérité fragmentée. Le dieu du soleil s'agitera et rira en guidant le monde vers sa fin. C'est Luffy, Nika, c'est clair. Il rira comme Joy Boy, il s'agitera dans le combat final et conduira le monde vers la fin de son ère. La fin du monde ici n'est pas une apocalypse, mais une transformation, un basculement. Le rire du dieu du soleil rappelle le rire libérateur de Joy Boy et de Luffy, symbole de rupture avec la tyrannie. Cela rejoint aussi l'idée de révolution joyeuse, où la destruction est une forme de renaissance. Le soleil reviendra, une aube nouvelle se lèvera. Après la victoire sur les forces du mal, le mot soleil revient encore. C'est le mot le plus évoqué parmi les textes des trois mondes. Ici, cela fait référence à la vérité retrouvée, la justice, une aube se lève, un nouveau monde, la liberté. L'image du soleil qui revient évoque la résurrection du vrai monde, celui d'avant la falsification du gouvernement mondial. Une aube nouvelle, c'est littéralement l'aboutissement de la promesse de Joy Boy, une ère de libération, d'égalité et de vérité. Ils se croiseront sûrement à nouveau. Cela pourrait désigner la rencontre entre les porteurs du dit et la vérité, ou une convergence des forces libératrices. Ça peut aussi évoquer la réunion des peuples dispersés. Peut-être une promesse implicite entre Joy Boy et ses héritiers. Ils se croiseront à nouveau. La volonté ne meurt jamais. Plus symboliquement, l'histoire et la mémoire, l'homme et la vérité, la douleur et la guérison vont se rejoindre. Et maintenant, on pourrait croire que tout s'achève sur cette fresque, que l'essentiel se joue dans la bataille finale représentée sur la gauche avec les héros, les ennemis, mais ce serait une erreur, car la véritable bataille, celle qui compte vraiment, ne se passe pas dans les armes ni dans les poings, elle se joue ailleurs, elle se joue dans la mémoire, dans la vérité perdue, dans la compréhension de ce qu'est réellement le One Piece. Et cette vérité-là, elle est là, sous nos yeux, dissimulée depuis le début, car ce que la fresque nous interdit de dire, ce qu'elle cache derrière son éclat, c'est le soleil interdit. Le soleil omniprésent dans les trois mondes que nous avons analysés, le soleil revient comme un motif constant. Les hommes succombant à leurs désirs touchèrent le soleil interdit. Le soleil ne fit qu'étendre les flammes de la guerre. Les hommes tuèrent le soleil et devinrent des dieux. Le soleil reviendra.
Le mot soleil est cité 4 fois pour un seul sens, le retour d'une lumière cachée, étouffée, interdite. Ce soleil n'est pas juste une image d'espoir, c'est une source, un cœur, le cœur du monde. Et ce soleil interdit, ce n'est autre que le One Piece lui-même. Revenons à l'origine. Dans les récits religieux, l'interdiction originelle concerne le fruit de l'arbre de la vie, un fruit qui donne la conscience, la vérité, la liberté, mais qui est interdit, le fruit défendu d'Adam et Ève. Dans ce chapitre de l'arc de l'île des hommes-poissons, on a la réponse sur cet arbre, je cite. Nous recevons la lumière directement des racines d'un arbre immense, qu'on appelle Ève. L'arbre luminescent, ses rayons parviennent jusqu'au fond de la mer. Cet arbre immense, central, est une image directe de cet arbre sacré. C'est là que réside le savoir perdu, le siècle oublié, le tabou. On ne parle pas ici de l'arbre d'Adam, mais bien d'un arbre fruitier, porteur d'un fruit défendu. Un fruit que le gouvernement mondial a caché, un fruit qui brille, un fruit qui est le soleil lui-même. Le One Piece est ce fruit défendu, une énergie, une mémoire, une vérité. Dans la fresque, on voit les Spacey porter des boules lumineuses. Ces sphères ne sont ni des lampes ni des bijoux, elles rayonnent, elles sont la lumière concentrée, elles sont la forme raffinée du One Piece, une énergie originelle, naturelle, interdite, divine. Cette énergie utilisée par les habitants de la Lune a été exploitée pour faire progresser la civilisation terrienne, tout comme le mythe du pétrole ou l'uranium. Dans cette même énergie que l'on voit aujourd'hui corrompue et recréée artificiellement dans la Mother Flame. La Mother Flame, c'est le One Piece perverti, un faux dieu, une énergie synthétique, dangereuse, instable. C'est Vegapunk lui-même qui le dit. Il s'efforce de reproduire une énergie surpuissante utilisée des siècles auparavant, mais égarée aujourd'hui. Dans l'image, ce bâtiment qui ressemble à une centrale n'est pas un décor anodin, c'est le réceptacle du One Piece, le lieu où cette énergie lumineuse a été stockée, protégée et exploitée dans un but pacifique, à une époque prospère où les armes antiques ont été créées à la base dans un but de progression technologique avant d'être détournées de façon malsaine, ce qui embrasa la Terre. Une source infinie, un cœur solaire, un catalyseur de mémoire. Le One Piece est l'énergie de la vérité, de la conscience, de la volonté du dit, concentrée dans une sorte de fruit, dans une lumière, dans un soleil interdit. Ce soleil interdit est là sous nos yeux, entre les mains de Im. Et oui, ce n'est pas le soleil à proprement parler que tient Im dans les mains. Comment ferait-il pour tenir le soleil? Il se bat avec le One Piece contre les porteurs de vérité. Ce One Piece, équivalent au soleil, à l'énergie illimitée et porteur de tous les maux des 3 mondes, car mal exploité par les hommes. Maintenant que l'on connaît la vérité, remplaçons le mot soleil par le mot One Piece, et le texte s'éclairera pour vous. Qu'en est-il autrement? Le feu embrasait la terre. Les hommes succombant à leurs désirs touchèrent le One Piece. Les esclaves prièrent et Nika apparut. Mais Im enveloppa le monde de mort et d'obscurité aux côtés de Kashigami. Le monde des hommes libres de la vérité et le monde de la domination du mensonge ne se croisèrent plus. Dans le néant naquit Joy Boy, le dieu de la forêt libéra les fruits du démon. Mais le One Piece ne fit qu'étendre les flammes de la guerre. Le peuple des dits vit un rêve, le peuple de la lune vit un rêve. Les hommes tuèrent, dissimulèrent le One Piece et devinrent des dieux. Alors le dieu de la mer entra en fureur, le monde des hommes libres de la vérité et le monde de la domination du mensonge ne se croisèrent plus. Dans le chaos, il y aura le siècle oublié. Les porteurs de vérité se remémoreront du jour promis. La voix des dits résonnera. Luffy s'agitera et rira, en guidant le monde vers sa fin. Le One Piece reviendra. Une aube nouvelle se lèvera. Les hommes et la vérité se croiseront à nouveau. Les textes ne vous paraissent pas plus clairs à présent? Les habitants de la Lune en manque d'énergie descendirent sur Terre à bord de leur vaisseau, l'Arche Maxime, dans l'espoir d'en trouver. Là, ils font la connaissance avec un peuple archaïque qui vénérait l'arbre de Ève avec le One Piece à son sommet. Les Spacey proposèrent aux hommes d'exploiter cette énergie infinie et construisirent le réacteur avec l'exploitation du One Piece. La technologie humaine fit un bond énorme en créant des robots, les armes antiques, etc. Toute cette technologie que Vegapunk ne peut expliquer aujourd'hui. Néanmoins, des hommes mal intentionnés détournèrent le One Piece à des fins de domination, ce qui créa le chaos sur Terre, et le feu embrasait la Terre. Longtemps après cette période naquit un souffle, Joy Boy, le peuple dédié, l'arbre de la vie, sans doute naturellement, et sans le One Piece, créa les fruits du démon. La cupidité et l'avidité provoquent certainement un déluge naturel ou orchestré par l'utilisation des armes antiques. Les survivants et les vainqueurs deviennent des dieux en cachant l'existence du One Piece et créant leur propre vérité. Aujourd'hui est l'heure de la vérité. Luffy, en libérant le One Piece, provoquera une aube nouvelle après une dernière bataille contre le diable, les semeurs de discorde.
Dans tout One Piece, il n'y a que deux fresques qui datent d'avant le siècle oublié, deux représentations, deux moments précis où, à mon sens, Oda a choisi de nous montrer le One Piece. La première fois, c'est lors de la mini-histoire des nerfs au chapitre 470. La seconde, à Elbaf au chapitre 1138 sur la fresque, où l'ombre que l'on suppose être Im tient dans ses mains une sphère lumineuse, le soleil interdit. Et si c'était ça le One Piece? Deux sphères, deux instants, deux mondes séparés par la guerre et le temps, et pourtant un seul et même symbole. Le One Piece n'est pas un coffre ni un trésor doré. Le One Piece est une source, une énergie, une vérité interdite, une lumière que Imu tente encore de contenir. Et si ce manga s'appelle One Piece, c'est parce que cette lumière a tout simplement la forme d'une pièce. Une pièce, One Piece. Le monde entier tourne autour de cette sphère. Elle est au centre de tout, l'origine de la connaissance, le fruit défendu, le soleil interdit. Et maintenant que vous l'avez vu, vous ne pourrez plus jamais l'oublier.